1, 2, 3. Allez-y. Donc, comme je disais, je suis la maman de Jade, donc la petite fille qui est au fond de la salle. Pour certains qui la connaissent parce qu'ils sont sur les réseaux Facebook, et pour ceux qui ne la connaissent pas, ils la connaîtront ce soir à travers l'histoire. Mais pour commencer, je vais vous parler de notre association qui a été créée en 2018 dans le but d'aider cette petite fille qui a été victime de négligence médicale dans un CHU. Et elle en a énormément souffert. C'est arrivé en 2015, en octobre 2015. C'était vraiment au moment où peut-être que tout était pour le mieux dans notre vie familiale. Jade, c'était une petite fille, on va dire, qui n'a jamais été vraiment malade. Et on s'est trouvé dans cette catastrophe. Et pour vous dire que nous avons créé donc cette association en 2018 pour aider Jade. Mais le témoignage, on le fera beaucoup plus tard. Donc vous allez connaître l'association et ce que nous faisons pour les personnes qui sont victimes de négligence médicale et de souffrance suite à des hospitalisations et à des choses qu'ils ont pu subir de la part souvent des médecins ou du personnel soignant. Voilà, on arrive souvent dans des situations très dures, très difficiles, et quand on a besoin de se tourner envers quelqu'un, malheureusement, vous ne trouvez jamais une oreille attentive en ce qui concerne ça. Donc, nous avons décidé de créer cette association, et au fil du temps, on s'est aperçu que nous n'étions pas tout seuls, donc, et que beaucoup de victimes vivaient la même chose. Et ce soir, vous allez avoir beaucoup de témoignages qui ressemblent peut-être aussi avec celui de Jade. Et j'ai la chance d'avoir auprès de moi le professeur Philippe Imbert, qui nous a tendu la main plus d'une fois, et que lui-même lutte énormément contre ces négligences. Et humainement, c'est quelqu'un de bon. Et je lui remercie de tout cœur de nous accompagner pour cette première conférence. Et on espère vraiment pouvoir communiquer et sensibiliser, surtout, autant déjà les médecins, parce que c'est pour ça que nous faisons cette conférence ce soir. C'est pour pouvoir les avertir et leur dire de vraiment faire très attention, parce qu'il y a des fois nous passons vraiment à très peu et une vie elle peut basculer et être détruite, être brisée, comme nous l'avons subi et comme d'autres le subissent encore. Et la médecine avance et c'est dommage de ne pas pouvoir avoir accès à l'information. Donc ce soir, oui, on est là pour informer, pour témoigner, et aussi là pour débattre, pour parler, pour informer, et pour dire que voilà, notre association est prête aujourd'hui à accompagner les personnes et leur tendre la main, écouter, informer et donner des conseils, sûrement pas au niveau médical, ça sera les médecins qui le donneront, mais nous, c'est les conseils par rapport à notre expérience et à notre vécu. Voilà. Et je vais laisser la parole au professeur pour vous présenter le programme. Voilà, alors, merci Christelle, on peut l'applaudir parce que j'ai eu la chance de rencontrer Christelle et de rencontrer beaucoup de personnes qui sont ici ce soir, que je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour venir en aide à toutes ces personnes qui sont victimes soit d'erreurs médicales, et on peut comprendre que cela puisse arriver, mais on ne peut pas comprendre qu'il y ait autant de barrages de l'administration pour faire reconnaître les faits et faire tout le nécessaire pour que les pauvres victimes soient prises en charge, et puis aussi les maltraitances, parce qu'il y a véritablement des maltraitances
dans tous les milieux professionnels, et il y en a en médecine, et vous allez voir que le ministère de la Santé y est soi-disant sensible. Alors ce soir, merci à vous tous d'être là, parce que je vois des gens qui viennent de très loin, des gens qui sont fatigués, qui sont handicapés, qui sont âgés, et qui ont fait le chemin pour venir parmi nous. Je voudrais penser à toutes les victimes, dont nous avons plusieurs personnes ici qui s'exprimeront, et puis également, je voudrais avoir une pensée pour les soignants suspendus, qui, parce qu'ils ont refusé un vaccin qui n'est autre qu'une molécule en expérimentation, se trouvent privés de tout droit humain, sans salaire, sans droit de pouvoir retrouver un emploi, sans aucune indemnité. Alors ce soir, il n'y aura pas de diffamation, il n'y aura pas de dénonciation calomnieuse, il n'y aura aucun propos qui puisse viser quelqu'un. Ce soir, nous donnerons des faits qui sont connus ou qui méritent d'être connus, mais que si des personnes sont là pour chercher, recueillir des propos diffamatoires, ils n'en trouveront pas, ce n'est pas la peine. Pour ça, et je sais que la grande majorité d'entre vous, ce n'est pas du tout le cas. Donc, nous allons parler de choses extrêmement dures, vous verrez des photos extrêmement dures, vous allez voir des situations terribles. Il faut que vous soyez des relais. Il faut que vous soyez des relais pour que ça s'amplifie, que ce type de mouvement puisse continuer. Eh bien, dès à présent, on va demander à Jade et à sa maman d'expliquer ce qui s'est passé pour Jade et quel est ce chemin de croix qu'elle mène depuis des années, et avec ce combat qui n'est toujours pas terminé, alors qu'on a une enfant qui est en pleine croissance, qui a besoin qu'on l'aide à se développer, et que rien n'est fait pour cela aujourd'hui. Donc Christelle, je vous laisse la parole pour parler de Jade. Peut-être Jade pourrait-elle venir jusqu'ici? Oui, Gabrielle. Elle va beaucoup gigoter, mais c'est ben, normal. Elle retournera là-bas après. Voilà. Allez-y. Donc oui, Jade aujourd'hui, elle a 9 ans et demi. Au 1er janvier, elle aura 10 ans. Et en 2015, elle avait 2 ans et 9 mois. C'était une petite fille pleine de vie, même très speed, jamais malade. Et manque de bol, au mois d'octobre, elle était enrhumée, elle était dans un épisode de rhinopharyngite qui avait un peu empiré. Et nous avons vu le médecin traitant et il nous a donné des antibiotiques que malheureusement elle n'a pas réussi à prendre. Et le lendemain, donc, elle a commencé à avoir des vomissements, comme beaucoup d'enfants, et le médecin traitant nous a rassurés en disant oh, vous savez, souvent on peut avoir des petits virus comme la gastro qui viennent se greffer dessus, donc ne vous inquiétez pas. Donc, on ne va pas dire qu'on ne s'est pas inquiété, je me suis toujours inquiétée pour mes enfants, et peut-être j'allais toujours trop tôt chez les médecins, mais en tout cas, voilà, ça c'était mon job de maman. Et j'ai 3 enfants, j'ai toujours fait de la même façon pour mes 3 enfants. Donc ma petite dernière, qui est mon petit cœur, ce jour-là, elle s'est mise à vomir. Et au bout de quelques heures, elle ne voulait plus boire, manger. On s'est beaucoup inquiété. Le médecin nous a dit de ne pas se précipiter aux urgences parce qu'ils allaient nous renvoyer chez nous. Nous l'avons écouté et à un moment, on a vu que Jade elle avait complètement changé parce qu'elle buvait même plus l'eau. Et on était assez inquiets. Donc on est parti aux urgences un samedi soir. Ils nous ont pris en charge donc, aux urgences aussitôt parce qu'il n'y avait personne. Donc déjà coup de bol, d'arriver un week-end et personne dans la salle d'attente. Et voilà, ma petite Jade sur un brancard, ils ont mis une perfusion pour la réhydrater et ils nous ont prescrit des examens. On a eu un médecin qui était venu nous voir, qui a fait des constatations pour dire que d'après lui, ça serait une occlusion, mais il n'en était pas sûr et qu'il attendait l'avis du chirurgien qu'ils ont fait venir, qui était astreint. Et entre-temps, donc, ils nous ont prescrit une échographie et une radio, c'est ce que nous avons fait. On a mis à peu près 45 minutes pour faire l'échographie, donc ce qui est énorme pour une simple échographie, mais tout ça pour dire que l'état de Jade était grave, déjà quand nous on est arrivés.
aux urgences, on n'arrivait plus à l'allonger sur un brancard. Elle était douloureuse, avec un ventre énorme, très très distendu. Et voilà, elle avait des hauts de cœur, elle avait envie de vomir. Et plus rien ne sortait, sauf qu'elle pleurait tout le temps. Elle était vraiment avec un ventre très très tendu. Tant bien que mal, nous avons fait l'échographie. L'interne ne nous a rien dit des résultats. Il a dit qu'il allait transmettre au médecin. Et nous avons fait aussi la radio. Donc il a fallu qu'on tienne Jade. Jade, elle tenait plus debout, tout en sachant que Jade était quand même assez vaillante. Mais là, elle ne pouvait plus tenir debout, elle avait plus de force. Donc on a fait la radio. Et on est revenu dans le box. Et le chirurgien est arrivé et ils ont échangé avec le médecin qui était au tout début, qui nous a accueillis. Il nous a expliqué que il pensait que c'était une occlusion et que la meilleure chose c'est d'appliquer un protocole pour lui mettre une sonde nasogastrique et voir comment ça évolue et on verra demain matin. Donc ça c'était le soir. L'équipe qui était là aux urgences ont changé. Ils ont fait la relève et donc ils sont partis. Il y a une nouvelle équipe qui est arrivée. Et ils nous ont dit, écoutez, on va vous mettre dans une chambre aux urgences et on va la surveiller toute la nuit. Donc ils lui ont mis une sonde nasogastrique, comme ils avaient dit, pour lui vider l'estomac, parce que si c'était une occlusion, ils pensaient qu'ils allaient vider l'estomac et que l'air qui était dedans allait s'évacuer, ce qui n'était pas le cas, donc ça ils n'ont pas trop vérifié. Et on a passé la nuit donc avec Jade à ses côtés dans un petit lit d'hôpital avec des barreaux, où elle paniquait déjà parce qu'elle était habituée à dormir dans un lit avec des barreaux. Et on n'arrivait pas, on l'avait mis sur le pot, elle n'arrivait plus ni à faire pipi, c'était compliqué, elle gémissait tout le temps, elle faisait tout le temps aïe, aïe, sans cesse. Donc tous les 10 minutes, on appelait l'infirmière qui venait, évidemment, elle constatait, elle se sentait impuissante. À un moment, elle nous a dit, écoutez, essayez de sortir dehors parce que je vais essayer de l'endormir. Donc elle est restée quasi 20 minutes, elle n'a rien réussi à faire parce que Jeanne n'arrivait pas à s'allonger, vu qu'elle gémissait et qu'elle était très très douloureuse. Et les internes sont venus, ont fait des constatations, ont tourné, et ça s'est passé comme ça, je peux vous dire, toute la nuit. Donc on va dire de 20h, 21h à 4h30 du matin. Donc cette nuit-là, le médecin interne qui était là, elle a tourné, elle a essayé de faire ce qu'elle pouvait faire d'après ses compétences, mais je pense qu'elle n'en avait pas énormément. Il y avait un senior qui dormait aux urgences, qui a refusé de venir faire des constatations, et le chirurgien est rentré chez lui et il a fait un gros dodo jusqu'à 4h30 du matin. Et à 4h30 du matin, qu'est-ce qui s'est passé? Ma petite puce, elle avait déjà commencé au cours de la nuit à faire de la fièvre, et ils essayaient de lui piquer des hémocultures, mais c'était impossible de le faire parce qu'elle n'avait plus de vaisseau. Donc il avait piqué, mais comme une poupée de chiffon, elle était piquée de partout, et pas une goutte de sang. Donc c'était devenu vraiment dramatique. Vers 4h30 du matin, une femme qui rentre à la chambre, c'était un médecin réanimateur. Et ce médecin, elle a demandé depuis combien de temps Jade elle était dans cet état-là. Quand on lui a dit l'heure, ils ont dit, mais madame, vous ne voyez pas que votre fille s'en va? Et à ce moment-là, cette petite Jade, elle avait pris le pouce de son papa et il lui a dit, papa, je vais jouer avec des petites filles. Elle est partie. Voilà. Et ils ont dit, vite, nous allons en réanimation. Et 5 minutes après notre arrivée en réanimation, ils nous ont dit d'attendre au bout du couloir, mais vous vous doutez bien que quand on vous dit que vous ne voyez pas que votre fille s'en va, évidemment que vous n'allez pas rester au bout du couloir. Vous essayez de voir, de vous approcher. Et donc on s'est approché de la chambre, et quand on a vu notre fille, elle était en train d'être réanimée, ils avaient appelé le chirurgien, il était là, et ils étaient tous autour d'elle à lui faire des piqûres d'adrénaline et tout ce qu'il fallait faire pour la réanimation. Et au bout de 25 minutes, on a entendu le chirurgien dire
à un autre médecin qu'il faut aller dire aux parents qu'on va arrêter. Parce que de toute façon, au bout de 25 minutes, il y a trop de séquelles, donc c'est pas la peine. Voilà, au bout de 25 minutes. Donc cette femme médecin, elle est venue me voir en disant bah, écoutez, Madame Gresséan, on va arrêter le massage cardiaque. Mais je dis vous êtes complètement fou. C'est pas possible de faire ça. Je dis moi je travaille dans cet hôpital depuis 15 ans. J'ai travaillé dans un service de gériatrie avec des papis et des mamies pendant 3 ans. Et j'ai vu des personnes se faire masser pendant 1 heure. Et aujourd'hui, on dit non, votre enfant, on va arrêter de le masser. Mais je dis ça va pas. Et on nous a laissé rentrer dans la chambre. Et on l'a appelé. On lui a dit Jade, reviens. Parce qu'il y a le Père Noël qui doit venir. Elle disait pas Père Noël, mais elle disait Père Noël. Et parce que tu dois fêter ton anniversaire, tu dois avoir tes 3 ans. Et on a trouvé 1000 raisons de lui dire qu'on l'aimait et qu'on ne pouvait pas vivre sans elle. Et 2 minutes après, elle revenait. Donc à la 27e minute, ils ont eu du coup. Et le chirurgien, il est venu nous voir pour nous dire que c'est extrêmement grave. Il y a une perforation de l'estomac de 5 cm. On ne sait pas à quel moment elle a été faite, cette perforation, parce que j'avais la tirée à plusieurs reprises sur la sonde nasogastrique qu'ils lui ont mis, mais ils n'ont jamais vérifié quand ils lui ont remis. Et peut-être aussi pendant la réanimation, ça on ne le sait pas, ils ne savent pas le dire. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on n'a pas agi en urgence pour Jade. Quand vous êtes dans un service d'urgence où on sauve des vies, on doit se préoccuper quand vous avez un enfant qui se dégrade et quand les médecins ne laissent pas des explications et des choses écrites, apparemment le personnel est perdu et personne ne prend aucune responsabilité. Et après, ce qui s'en est suivi, pour ne pas trop me prolonger, parce que vous allez entendre énormément de témoignages, ça a suivi 6 semaines de réanimation. Donc nous avons passé 6 semaines de réanimation après une chirurgie très lourde, donc ils l'ont amenée au bloc. Elle a été opérée pendant 2h30 sous adrénaline. Ils ont palpé le moindre millimètre de l'intestin et tout regardé pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qu'elle aurait pu inhaler, manger, des baies, des choses. Il n'y avait rien. Et quand ils nous l'ont sorti du bloc, 2h30 après, je peux vous dire que pendant ces 2h30, on a hurlé, mais comme des... je ne peux même pas décrire. On a pleuré devant le bloc, on se roulait par terre et on a appelé notre famille. On avait laissé les 2 autres enfants à la maison. Mon fils qui avait 8 ans à l'époque et ma grande fille. Évidemment, on était partis aux urgences pour revenir. On n'avait même pas pris de doudou de Jade avec nous parce qu'on pensait rentrer aussitôt. Et quand ils sont sortis et qu'ils nous ont dit écoutez, nous allons la ramener en réanimation et l'installer dans une chambre, et n'ayez pas peur parce que c'est sûr que vous n'allez pas la reconnaître. Elle est très gonflée parce qu'elle a beaucoup d'œdème, il a fallu beaucoup l'hydrater, donc c'est vrai qu'ils nous ont avertis. Et je peux vous dire, oui, quand on est rentré dans la chambre, oui, effectivement, on n'a pas reconnu notre enfant. C'était plus du tout la Jade qu'on avait amenée avec nous. Elle était, bien sûr, on va dire, intubée, appareillée de partout, et sous assistance respiratoire. Et évidemment que c'est impressionnant parce que pour moi, c'était la première fois où j'avais affaire à la réanimation. Et quand c'est son enfant, c'est horrible. Donc oui, on a poursuivi après sur les 6 semaines de réanimation. Évidemment, j'ai pris soin depuis le début parce que j'ai bien vu que c'est pas comme ça qu'on doit réagir. Et je me suis tout de suite questionnée dès le matin, dès qu'ils l'ont amené dans la chambre. J'avais commencé à faire des vidéos très courtes et je peux vous dire que mon mari m'a engueulée à ce moment-là. Il m'a dit tu fais quoi?
mais je dis, je fais quoi? Je dis, je prends des images, parce que rien ne prouvera ce que nous avons vécu que ce que je vous montrerai maintenant. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, on a fait des petites vidéos, des photos, des choses de Jade à toutes les étapes pendant ces 6 semaines. Et on a vécu 6 semaines de cauchemar. Parce qu'ils n'arrivaient pas à l'extuber, parce qu'elle n'a pas été vraiment à croire que c'était la première fois qu'ils avaient un enfant dans cet état-là, et personne ne vous donnait des détails en fait. Au niveau médical, on va faire, et le jour où il faut faire, soit on fait trop tôt, donc ils l'ont extubé, au bout de 4 jours, ils l'ont extubé trop tôt, évidemment, elle a tenu 2 heures, il a fallu la réintuber. Une deuxième fois, ils l'ont extubé, soi-disant, dans les meilleures conditions, sauf qu'ils n'ont pas vérifié le cœur. Et au bout de plus d'une dizaine d'heures d'extubation, elle a refait un arrêt cardiaque parce qu'ils l'ont ni aspiré ni aidé à respirer. Et elle peignait énormément pour respirer, et son cœur a lâché. Et il a lâché, ça a duré 9 minutes, mais sur ces 9 minutes de réanimation, il a fallu la choquer 4 fois. Donc, et le médecin réanimateur m'avait dit, Madame Gracia, j'aurais jamais cru que je la ramènerais. Voilà, ça a été horrible. Et toutes ces choses-là, c'est ce petit corps d'enfant qu'à l'époque elle avait 2 ans et 9 mois, qui a tout pris, qui a eu cette souffrance. Et quand on a fait la 3e extubation, c'était une extubation accidentelle, parce qu'ils ont refusé de l'extuber pour la 3e fois. Ils nous ont dit, on ne va pas prendre le risque de l'extuber, on va la trachéotomiser pour être sûr qu'elle pourra respirer. Et là, j'avais dit non, parce que je suis contre cette démarche. Je suis sûre qu'il y a moyen de le faire autrement. Et surtout, j'ai demandé beaucoup d'examens et on me les refusait. Donc, une IRM avec une spectroscopie, on refusait. Mais par contre, on acceptait de faire une trachéotomie qui dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie de bloc, et avec les risques que ça comporte. Donc, on était arrivé un petit peu à se livrer une guerre avec les soignants et surtout les médecins qui faisaient un peu la sourde oreille et surtout qui nous mentaient à tout va. Et évidemment qu'à un moment, on va vous emporter parce que vous perdez confiance. À chaque fois, ça se passait mal. Donc, vous vous questionnez, vous cherchez par vous-même, on vous donne des diagnostics, vous comprenez à peu près ce qu'elle a pu avoir, les suppositions. Le chirurgien, donc, il nous a parlé après qu'il pensait qu'elle a fait un volvulus, donc c'est ce que lui, évidemment, il n'a pas vu parce qu'il n'a pas cherché. D'où cette perte de chance pour Jade d'être sauvée, en fait. Voilà. Et on a couru à cette catastrophe et on nous a tous passés à la broyeuse. En premier, évidemment, c'est Jade. On lui a détruit son enfance. Et je peux vous dire que Jade, elle était très très évoluée. Elle parlait, elle était propre. Elle était demandeuse d'aller à l'école à l'époque. Donc c'est peut-être cette chance-là aussi qui l'a sauvée et que c'est grâce à ça qu'elle récupère aujourd'hui, après un très long combat et que nous n'arrêterons pas, bien évidemment. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Alors Christelle, voilà. Si vous permettez, vous allez nous dire quel est le combat que vous avez aujourd'hui. Jade a eu une cécité corticale, vous avez rencontré quelqu'un à Paris, des séquelles, donc très importantes neurologiques. Oui. Est-ce que l'hôpital, visiblement les choses se sont passées à l'hôpital, est-ce que l'hôpital vous aide à guérir, à traiter votre fille? Non, justement, voilà, j'allais y venir. Donc absolument pas. L'hôpital n'a jamais eu du dialogue envers nous, n'a jamais essayé de venir à notre contact. Ils sont allés jusqu'à... On a eu une médiation, mais qui n'existait même pas dans le dossier de Jade. Donc avec une médiatrice, avec une... on va dire avec une psychiatre qui a été nommée par la direction de venir donc négocier, parler avec nous. Nous, la seule chose qu'on demandait, c'est d'avoir des avis ailleurs, dans d'autres hôpitaux, et savoir de quelle manière faire. Et on nous a toujours refusé ces choses-là. Et pour vous dire qu'il n'y a aucune trace de cette médiation, pourtant on a passé quelques heures quand même avec cette personne. Donc ça, ce sont des choses aussi que l'hôpital a cachées.
Et aujourd'hui, donc, une fois que Jade elle est sortie de réanimation, ben évidemment, vous constatez les dégâts. Et on commence à vous dire, ben oui, votre fille, vous savez, elle est lourdement handicapée, donc elle a une paralysie cérébrale et une cécité corticale, donc due à l'hypoxie et aux arrêts cardiaques qu'elle a eu. Donc là, on vous dit ça, et vous vous dites, waouh, qu'est-ce que c'est la paralysie cérébrale? Qu'est-ce que c'est la cécité corticale? Ben, il va falloir partir dans un centre de rééducation, c'est ce que nous avons fait. Et là, on a commencé à découvrir exactement ce que c'était la cécité corticale et la lenteur des centres de rééducation, et de se dire qu'il faut chercher, il faut trouver. Et on a eu énormément de chance de trouver quelqu'un pour la cécité corticale. On a dû partir jusqu'à Paris. J'avais rencontré des témoignages sur les réseaux d'un médecin qui fait la rééducation donc pour la cécité corticale. Et on a eu énormément de chance parce qu'elle nous a reçus aussitôt. C'est extrêmement rare les cécités corticales. Donc c'est pour ça qu'elle nous a reçus si tôt et que c'était important pour elle à ce qu'elle puisse constater à quel stade elle était Jade, parce que Jade elle se comportait en fait en aveugle. Et aujourd'hui, si Jade elle commence à mieux voir, à mieux constater les choses, c'est grâce à elle, c'est grâce à la Fondation Rothschild et c'est grâce à Madame Chocon, donc cette spécialiste pour les cécités corticales, qui nous a donné les clés d'une rééducation à faire par nous-mêmes déjà, et faire évidemment avec les soignants qui interviennent auprès de Jade. C'est un travail qui est énorme à faire avec Jade, déjà pour ça, et aussi pour la paralysie cérébrale. Donc et Christelle, où en êtes-vous dans les expertises? Est-ce que l'hôpital vous a indemnisé? Qu'est-ce qui se passe? Non, nous sommes toujours au même point, donc ça va faire plus de 6 ans maintenant. Nous avons fait appel à des avocats. La première fois, c'était une très mauvaise expérience parce que nous ne savions pas qu'il fallait s'adresser à des avocats spécialisés dans les erreurs médicales. Et on a choisi quelqu'un de Besançon qui nous a baladé à droite à gauche. Elle a un peu mangé aux deux portes, à l'hôpital et à la nôtre. On a dépensé peut-être 4 000 € pour rien. Et cet avocat s'est permis à ne même pas présenter l'expertise au juge. Et du coup, évidemment, qu'on s'est fait envoyer balader. Il a fallu changer d'avocat. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans un autre cabinet d'avocats et on attend, suite à la 3e expertise que nous avons faite, on attend toujours que le juge veuille bien décider. Donc, ça devient très compliqué malgré l'expertise qui était en faveur de Jade. On nous a dit non, il va falloir vous partir à nouveau en expertise. Et pour revenir à ça, c'est pour vous dire à quel point il existe des personnes qui ont fait peut-être 8 expertises et ainsi de suite et qui sont toujours au même stade. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit, vous vous attaquez à l'hôpital, c'est un monstre, donc vous n'y arriverez pas. Voilà, ils vont vous faire traîner pendant 10, 15 ans jusqu'à l'épuisement, et je pense que la seule chose qu'ils attendent aujourd'hui, c'est que oui, on soit épuisé, qu'on n'ait plus la force et qu'on ne puisse plus nous battre pour Jade. Moi, comme j'ai dit, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle, donc je ne lâcherai rien. On m'a tout enlevé. Donc le bonheur de ma fille, de son enfance, mon travail, parce que évidemment, je n'ai pas pu cumuler les deux. Et je suis bannie de l'hôpital, bien sûr, parce que je ne suis pas la bienvenue. J'ai essayé de reprendre et ça s'est mal passé, parce qu'on m'a toujours dit il ne faut pas que je traîne dans les couloirs de l'hôpital. Donc voilà, c'est très compliqué. Voilà. Et voilà, c'est ce que l'on dit là, les victimes sont traitées comme des malfrats. Exactement. Et je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle. Beaucoup dans la salle. Alors merci Christelle, parce qu'on sent beaucoup votre émotion. On va y revenir tout à l'heure, vous reprendrez la parole en